suis à la France Insoumise parce que je suis une révolutionnaire. Aujourd'hui, face à la question de l'islam et la question de la Palestine, il y a une offensive réactionnaire. Nous, notre objectif, c'est d'être majoritaire dans le pays. Et aujourd'hui, je pense pour des millions de gens, la gauche, c'est nous. Et on cède à rien à ça, quoi. Et aujourd'hui, t'as des camarades qui sont encore plus radicaux sur certaines questions. Moi, je dis, ah ouais, ok. Maintenant, c'est comme ça. Voilà. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Fauteuil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la députée de Paris et candidate au municipal à Paris dans le 18e arrondissement, Danielle Obono. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va ? Ça va. C'est le début de l'année. On a l'impression que ça fait déjà des mois et des mois que ça a commencé, mais... Nous, on est très contents de te recevoir. Tu es députée de la France Insoumise de Paris. Ça fait longtemps qu'on te voit à la France Insoumise et qu'on te voit dans le paysage de gauche. Moi, on fait ça souvent ici, revenir sur ton parcours. Comment tu t'es retrouvée en politique ? Qu'est-ce qui t'a politisé ? Comment je me suis engagée en politique ? Ça date de mes années au lycée, globalement, où j'étais déléguée de classe et je me suis organisée une première fois avec d'autres camarades de classe pour protester contre la présence de représentants de l'extrême droite du FN à l'époque dans les conseils d'administration des lycées, parce que c'est à l'époque, ça date, c'est le XXe siècle. À l'époque, c'était une élection dans le sud, à Montpellier. Une élection régionale où la droite avait fait alliance avec l'extrême droite déjà. C'était précurseur. Et du coup, ils avaient eu des élus. Et donc, comme c'est la région, a des représentants dans les conseils d'administration des lycées. Et du coup, nous, on avait fait toute une mobilisation. On avait organisé une manif dans le lycée pour le jour du conseil d'administration. On était en prépa à l'époque, du coup c'est un an après la terminale, je crois. Et donc on a réussi à faire en sorte que le CA n'ait pas lieu et que le mec se barre. Donc c'était première mobilisation anti-fasciste et première victoire. Et donc voilà, c'est comme ça un peu que j'ai commencé à militer. Et puis c'était autour aussi du mouvement altermondialiste, puisque c'était l'époque où José Bové et la Confédération paysanne se mobilisaient contre les OGM dans les champs, et puis du coup ils avaient démonté un McDo et ils avaient eu un procès, et donc c'est comme ça en fait que j'ai rencontré des militants politiques, puisqu'on était allés aux mobilisations de soutien donc aux faucheurs des OGM, dont José Bové à l'époque, un an après qu'ils aient démonté le McDo. Et donc c'est là où j'ai rencontré les militants d'Attaque, et quand je suis arrivée à Paris, du coup la rentrée de septembre suivant, on a rencontré avec les amis qui étaient montés à Paris aussi, les militants qu'on avait vus dans le sud, et c'est comme ça qu'on s'est mis à militer dans le mouvement altermondialiste, et voilà. C'est cette conjonction à la fois de la lutte anti-extrême droite et du mouvement altermondialiste qui m'a engagée, on va dire, en politique. Mais du coup, très jeune, tu étais déjà intéressée par la question politique, parce que c'est quand même assez... Bon, après, c'est pas si inédit que ça, que quand on est au lycée, on fait les manifs, et donc on va dire que dans la période, c'était quelques années après le mouvement de novembre-décembre 95, je crois que j'étais en seconde à l'époque, et voilà, il y avait cette effervescence un peu de renouveau de mouvements sociaux après la chute du mur, le moment de retour de bâton, et de la période de supposément de fin de l'histoire, etc., etc. Et donc en fait, on est quand même un pays où on a un mouvement social fort, en fait, régulièrement, et que des générations de lycéens, de jeunes se politisent, en fait, à travers des différents mouvements. Donc moi, ça a été à cette période-là, et dans ce moment-là particulier, justement, de début du mouvement altermondialiste,
voilà, qui m'a inspiré À cette époque, tu s'obliger. t'imaginais déjà député? Non, ça te traversait non, l'esprit? mais non, mais parce qu'en fait, le paysage politique quand même était tout autre, quoi. C'est vraiment le monde d'avant, c'est-à-dire avec bon, c'était la droite au pouvoir, mais c'est la ultra hégémonique à gauche, avec voilà le bipartisan. RPR, PS, qui pas d'espace. En tout cas, moi, je me suis pas politisée dans l'espace majoritaire, politique majoritaire, plutôt dans l'espace, dans l'extrême gauche, en fait. Se sont inscrits dans la dynamique justement du renouveau des luttes sociales des années 2000, et c'est donc plutôt en fait à la marge de la sphère institutionnelle et plus dans les mouvements sociaux que moi je me suis retrouvée dans un espace où du coup où le Parti socialiste, enfin en tout cas en termes militants, était très peu présent, et c'était plus les mouvements de gauche radicale et d'extrême gauche. Donc voilà, c'est pas du tout un parcours militants comme d'autres générations ou d'autres profils politiques ont pu avoir, en passant par le syndicat, que ce soit dans le Parti socialiste, les jeunesses socialistes, ou dans le Parti communiste, les JC, etc. C'était pas du tout ça, où du coup en rentrant tout de suite dans un espace politique et institutionnel, que je me suis politisée. C'était vraiment les mouvements, quoi. Et c'est quoi le moment où tu t'es dit je veux aller dans la politique institutionnelle, je veux aller... C'est pas tellement un moment, en fait. C'est que la période de ces années-là, c'est l'enchaînement d'abord de mobilisation. C'est le mouvement altermondialiste avec les forums sociaux européens. Enfin, moi, j'étais beaucoup impliquée avec dans le groupuscule gauchiste auquel j'appartenais, dans les mobilisations et l'organisation des cars pour aller... on est allé à Gênes, c'était un moment assez marquant, la première mobilisation altermondialiste à Gênes, lors de laquelle un jeune manifestant, Carlo Giuliani, a été assassiné. Et il y a eu une mobilisation incroyable en Italie. Enfin, l'Italie, c'était un truc hallucinant, quoi, de mouvement, de force du mouvement social, etc. Et 20 ans plus tard, c'est les fascistes qui sont au pouvoir. Mais ça dit aussi, justement, comment l'histoire, elle se joue, et les rapports de force, et l'existence d'une gauche solide fait la différence ou pas. Donc, et du coup, c'est vrai que ce milieu dans lequel moi j'ai appris à la fois politiquement sur le fond, les idées politiques marxistes, de la théorie, et en même temps d'être dans des mouvements de masse, en tout cas, qui ont créé une résurgence d'inspiration, en montrant qu'en fait, voilà, le fameux slogan « Un autre monde est possible », il vient de cette période-là. Et il y a donc le mouvement altermondialiste, ensuite le mouvement anti-guerre, moi qui était marquant aussi, contre la guerre en Irak, d'abord l'invasion de l'Afghanistan, et puis la guerre en Irak, 2003, c'est voilà, et on a participé à l'époque aussi dans des collectifs contre la guerre à mobiliser en France. Et donc en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à me poser la question avec d'autres de rejoindre 2002 avec le moment de l'extrême droite pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle. Donc, en fait, voilà, c'est cette articulation entre ce qui se passait dans les mouvements au niveau international, tous ces débats entre mouvement social, mouvement politique, et la situation en France aussi, qui était l'expression de ce moment-là. Donc,
voilà, dans ces débats politiques, j'allais dire franco-français, la question donc de nous, on s'était posé la question de l'unité des révolutionnaires à ce moment-là, avec les résultats électoraux nous, je disais avec les camarades avec qui je militais à l'époque, les résultats électoraux de la première candidature Besancenot, puis la seconde, enfin tout ça a créé une réflexion. Et donc c'est à ce moment-là qu'avec d'autres militants d'extrême gauche, on a demandé à rejoindre la LCR à l'époque. Oui. Et ça a pris un peu de temps, et donc c'est en 2003 qu'on a rejoint la LCR, et du coup d'être impliqué dans la construction de cette organisation révolutionnaire. Et c'est comme ça, dans les débats politiques de la question de l'unité des révolutionnaires à l'unité de la gauche radicale, il y a le mouvement qui se traduit politiquement, le mouvement altermondialiste qui se traduit politiquement au moment de la campagne contre le traité constitutionnel européen. Donc ça a créé cette dynamique-là. Donc en fait, c'est cet enchaînement, la dynamique des mouvements sociaux et des débats politiques, qui m'amène à me retrouver dans ces espaces-là, à défendre des positionnements en faveur justement de l'unité de la gauche radicale, et voilà, à arriver de fil en aiguille au Front de gauche, et puis du coup à la France insoumise, quoi. Donc voilà, c'est pas une, j'allais dire un objectif que je m'étais tracé ou autre. C'est plus l'implication dans les mouvements et les débats sociaux et politiques de la période de ces années-là, qui m'a amené du coup à m'en trouver à construire, à finalement être candidate en 2017. Vu que ton parcours en parle beaucoup, de ce passage des mouvements révolutionnaires altermondialistes au Front de gauche et à la France insoumise, je vais pas trahir un secret de polichinelle parce que c'est un peu le cas, mais quand on connaît les gens de la France insoumise, etc., ils sentent une évolution de la ligne idéologique de la France insoumise, progressive, et beaucoup disent que c'est aussi grâce à ton travail à toi, idéologique, que la France insoumise a évolué sur des questions décoloniales, sur des questions antiracistes, etc. Est-ce que toi, tu sens que de plus en plus, la France insoumise arrive à s'ancrer dans des combats qui peut-être avant n'étaient pas une priorité à l'époque des phrases type réconcilier, le fâché pas facho, etc. En fait, je pense que d'abord pour moi, la France insoumise, c'est le produit aussi de l'histoire dont je parle, en fait. Parce que je crois que la première fois que j'ai dû croiser Éric Coquerel, il participait. Alors c'était post. Je pense pas que j'ai croisé beaucoup de militants qui étaient au PS à l'époque, parce que du coup c'était vraiment pas les mêmes sphères. Mais à partir de 2005 en fait. Je me rappelle d'ailleurs, la première fois où j'ai entre guillemets entendu parler de Mélenchon, c'était une camarade, Marie, qui m'avait dit je vais aller à la réunion publique, il y a Mélenchon, il parle trop bien et tout, et nous on était dans les débats de l'extrême gauche, etc. Ouais. Mais en fait, voilà, à partir de ce moment-là, en fait, beaucoup de gens qui sont partis du Parti socialiste avec Jean-Luc Mélenchon et d'autres, et puis se sont retrouvés, en fait, cet espace-là de la gauche radicale a évolué aussi dans son ensemble parce qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé 2005, la révolte après la mort de Zied Bouna, et puis les mouvements aussi, l'auto-organisation du mouvement antiraciste sous différentes formes qui a aussi bousculé, interpellé la gauche, et puis la réalité d'un pouvoir qui déjà, pendant la période Sarkozy, mais surtout depuis Macron, assume une violence sociale, et qui s'est particulièrement aussi attaqué
quartiers populaires, aux immigrés, etc., et qui en fait a obligé, et avec une islamophobie de plus en plus explicite et décomplexée, qui a obligé en fait les uns et les autres à prendre position. Et en fait, dans la France insoumise, il se trouve que, moi, si je pense que je suis à la France insoumise parce que je suis une révolutionnaire, et je pense que cette organisation-là est une organisation et un mouvement révolutionnaire, pas au sens que peuvent avoir, et ça c'est des débats de la gauche et de la gauche avec la gauche radicale depuis, j'allais dire toujours, quoi, mais qui a pour vocation de mener un changement total dans la société et à prendre le pouvoir pour mener ce changement. Et donc, pour moi, en fait, je continue à être la même révolutionnaire dans un cadre, et dans le cadre où on a le plus de moyens et d'opportunités d'arriver à faire ce changement. Et en fait, ce mouvement-là, avec l'objectif qui s'est donné, notamment celui d'être un mouvement populaire et qui s'adresse au peuple et qui s'organise avec le peuple, à un moment donné, en fait, il a été confronté à la réalité de ce qu'est ce peuple-là. Ouais. Et je pense que c'est à la fois la nature du mouvement et de la stratégie qui s'est donnée qui a amené en fait ces militants et ces dirigeants à un moment donné être confrontés aux limites peut-être de certaines idées ou certaines analyses. Je pense que quand le groupe, en 2017, le groupe des 17 est constitué et où on se retrouve à avoir une partie, au moins 5-6 députés qui sont élus dans des villes populaires, des quartiers populaires qui votent massivement pour Jean-Luc Mélenchon et pour ses députés, etc. Et qu'en fait, voilà, ce sont des électeurs, des habitants et qui portent des revendications qui ont une histoire, et qu'on a l'intelligence d'écouter et de pas juste plaquer son analyse théorique. On se rend compte que le rapport, y compris par exemple avec l'institution policière face à le déni des droits que ça suscite, face aussi aux mobilisations. Et je pense que sur ces questions-là, par exemple, ce qu'on construit, les mouvements comme le collectif Justice pour Adama, le mouvement Vivolé et l'organisation des familles de victimes de violences policières, en fait, qui interpelle à un moment donné, vous êtes élu, vous êtes député, sur ces questions-là, ça oblige en fait à prendre position. Oui. Et donc c'est ça en fait. Je pense que c'est à la fois le fait que la nature du mouvement a permis que des gens un peu différents rejoignent avec une diversité d'approches, et y compris, moi je disais au départ, la France insoumise, il y avait des gens très c'était des Kousmanovic et des Obono, quoi. Donc voilà. Pour pas le citer. Après oui, mais il y avait ce qui a permis que moi j'y sois à un moment donné, c'est aussi parce qu'il y avait ce qui nous rassemblait, c'était le programme, et sur une base qui était suffisante pour être porté et assumé par tout le monde, même si on n'était pas d'accord sur tout dans le détail. Et après, ce qui a construit le mouvement, c'est d'être confronté et de faire des choix. Et en fait, il y a des choix qui ont été faits et qui ont aussi clarifié et fait que il y a des gens qui sont restés sur leur positionnement et à qui l'évolution du mouvement n'a pas convenu, et qui sont partis par ailleurs d'eux-mêmes à un moment donné, parce que il y avait un rapport de force qui s'est institué, mais pas, j'allais dire, c'est pas une personne ou moi qui, je sais pas, aurait convaincu, je sais pas quoi. En fait, c'est simplement, on est des militants politiques, des élus et des responsables. Quand tu dois décider qu'est-ce que tu fais quand il y a une mosquée qui a attaqué, des gens qui sont ciblés, tu peux dire ce que tu veux, islamophobie ou pas islamophobie. En fait, si tu es militant politique de gauche, tu dis est-ce que je suis aux côtés et je défends ces gens-là, et je suis peut-être pas d'accord avec tout ce que portent tous les gens qui veulent se mobiliser, mais je suis là je suis là avec les gens, quoi. Et donc c'est aussi ça en fait qui a fait, je pense, évoluer le mouvement, et en fait la capacité de se dire, et ça je pense que c'est une de nos forces, on est d'accord sur le programme et on est ouvert en fait
au fait que, en tant que mouvement, on ne demande pas d'être d'accord sur toute l'histoire de la lutte des classes et de toutes les théories. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Je pense que la forme mouvement, elle permet aussi et c'était ça aussi l'objectif, que viennent des gens qui ont une culture politique, une histoire très longue, comme des gens qui n'en ont pas, et ça fait des fois une hétérogénéité qui est pas simple à gérer, mais ça fait aussi une forme je trouve de liberté de pouvoir arriver comme on est et de se dire à la différence, en tout cas moi, mon expérience des organisations d'extrême gauche où il fallait d'accord à la virgule près et que on se split à la moindre bon, c'est un peu une caricature, mais pas loin, tant que ça, c'est encore bon, j'ai du respect pour les camarades, mais l'histoire récente de l'extrême gauche montre que voilà. Bref, donc voilà, et je pense que pour moi, c'est ce qui fait la force du mouvement. Et le fait que, encore une fois, on est un mouvement qui a un objectif clair. Il ne s'agit pas donc encore une fois d'être d'accord sur les 200 ans de l'histoire de la gauche internationale et française, et autour d'un programme, et c'est ça le programme, et on est d'accord sur le programme et la mise en œuvre de ce programme-là. Et c'est ça qui fait que le programme, il s'est nourri aussi, et c'est ça qui fait avancer. Je pense que aujourd'hui, le travail de la Boétie, tout ça s'est nourri aussi du fait que quand on a été élu à 17, en fait, on a eu dû être aussi confronté à prendre des positions. Le programme, il s'est nourri de ces prises de position-là, et c'est ça qui a fait aussi évoluer, j'allais dire, intellectuellement et théoriquement le mouvement de la France insoumise, et qui a du coup donné de la force au fait de tenir sur un certain nombre de positions quand le vent réactionnaire là s'est accentué. Nous, on a été solide parce qu'on a fait ce travail là de fond, et par rapport aux vrais gens et au peuple, en tout cas à travers le fait d'être impliqué dans les mouvements sociaux, d'être aux côtés des gens qui luttent. Et voilà, les gens qui luttent, ils sont c'est aussi bien les paysans comme ceux qu'on était allés soutenir à l'époque, il y a 20 ans, avec les camarades sur les questions d'OGM. Aujourd'hui, c'est ceux de la coordination rurale, mais c'est les mêmes sujets, en fait. Pour moi, en tout cas, c'est mon histoire aussi. Alors, on pourrait se dire, Bono, qu'est-ce qu'elle a à foutre avec coordination rurale? Mais en fait, quand je te parle d'être allé soutenir les faucheurs d'OGM, c'était les mêmes questions, en fait, de la mondialisation, du libre-échange. Donc, moi, je comprends et je connais ces sujets-là aussi bien que ceux de la question de la lutte antiraciste et des violences policières, quoi. Et donc je pense que tu as participé à rendre ce mouvement, peut-être qu'il y avait des gens racisés ou plutôt qui sont des militants contre l'islamophobie, etc., qui sentaient que c'était la France insoumise qui était la plus proche de leurs idées, etc. Mais que maintenant, c'est un endroit aussi qui est, je sais pas comment dire, mais c'est un safe space pour eux. Enfin, c'est un endroit où ils peuvent militer pleinement, où les gens se sentent légitimes d'aller rejoindre ce mouvement, etc. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, il y a plus que quelques années, j'allais dire il y a quelques années, mais à l'époque où il y avait encore des positions assez je sais pas comment les décrire, mais des positions assez laïcardes sur le voile, sur plein de sujets comme ça. Je sais pas si tu veux pas t'attribuer cette chose, mais je pense que toi aussi tu as participé à faire évoluer pas mal d'esprits. Je pense que tous les militants, en fait, peut-être que ce qui fait partie un peu de la caricature, je dis pas que tu fais une caricature du mouvement, mais l'image qu'on a, c'est l'impression que il y en a un bloc, c'est tant mieux parce que en fait c'est une force d'être un bloc. Mais en fait on débat tout le temps. Les débats qu'on a eus en 2019, 2020, 2021, c'était pas des débats simples. Et je pense que il y a encore des laïcards à la France insoumise. Moi je le vois pas comme une insulte par ailleurs. C'est une sensibilité, une histoire, des gens qui ont cette approche-là. Et en fait moi ce que j'ai appris justement à la France insoumise, c'est de se dire en fait on a des camarades qui pensent qu'est-ce du voile, etc. En fait à la fin du fin,
quoi que tu penses, la question c'est aujourd'hui, une lycéenne se fait virer de son lycée parce que elle porte non, même pas l'abaya, là, l'histoire là de un calot parce qu'elle fait de l'alopécie. Ah oui. Et enfin, voilà, une dinguerie. Justificatif de non-religiosité. Une dinguerie. Ouais. Donc, tu penses que tu veux du voile, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, non, mais c'est même pas là. À un moment donné, t'es de quel côté, quoi. Oui. Et donc, pour moi, c'est ça. Et du coup, tu peux être laïcard, penser que oui, quand même, etc. Ok, bon, moi, c'est pas, voilà. Je vais pas essayer de te convaincre de quoi que ce soit, ça m'intéresse pas, mais à un moment donné, voilà. Est-ce que t'es aux côtés de cette jeune fille-là? Est-ce que tu dénonces ça, etc. Et pour moi, c'est ça qui fait en partie notre force, de se dire on n'a pas les mêmes histoires, les mêmes expériences, les mêmes approches, mais on va être d'accord sur l'idée qu'aujourd'hui, il y a une offensive réactionnaire, que la question de l'islam est une obsession raciste, et que en fait il faut combattre ça, quoi. Donc, enfin, tu vois, je me dis, ça, j'allais dire, à ce moment-là, c'était déjà beaucoup plus clair et plus simple, mais sur la loi séparatisme, etc. Oui. En fait, c'est à chaque fois le mouvement déterminer la ligne parce qu'on devait la décider à chaque étape, etc. Et donc, à chaque fois, il a fallu des débats. Des fois, ça n'a pas été simple. Des fois, il y a des moments, y compris très médiatisés, où voilà, on n'était pas d'accord sur des aspects. Il y a même des gens qui sont partis parce qu'ils trouvaient que c'était trop, etc. Mais donc voilà, tout ça fait débat. C'est pas quelque chose qui vient simplement. Et comme je le disais, c'est aussi confronté au rapport de force global dans la société, à se faire interpeller par des gens, qui votent pour vous, qui sont des habitants qui disent mais en fait ça c'est pas possible, etc. Voilà, tu peux penser ce que tu veux en théorie, dans la pratique en fait c'est ta classe, c'est le peuple, c'est des gens normaux qui sont confrontés à de la discrimination, qui sont confrontés à des violences, et c'est juste pas possible. Et tu peux pas juste rester en disant oui mais, ou je sais pas quoi. Tu prends position, et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on est arrivé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est acquis, et c'est une question de débat aussi constant, en fait, de volontarisme politique aussi, en fait, pour mettre en œuvre tout ça. Ça veut pas dire que comme dans tous les espaces politiques et sociaux de manière générale, voilà, il y a à construire un rapport de force pour que effectivement ce soit des espaces où chacun se sente bienvenu et à sa place et en vie. Mais moi, je trouve que on a encore beaucoup de boulot à faire, parce qu'on est encore nous-mêmes un mouvement qui est le héritier d'une histoire, et qui fait que il y a encore beaucoup à faire pour que ce soit effectivement la place et les endroits où on se sente en sécurité, et qu'on ait envie surtout qu'on ait envie en fait de s'impliquer et de militer et de faire partie de ce mouvement-là, quoi. Donc mais ça c'est vrai sur les questions antiracisme, comme les questions féministes, etc. Donc, et je pense qu'il y a encore du boulot, quoi. Après, voilà, on est une organisation cette année, ça va faire 10 ans qu'on existe. Très jeune. On a l'impression, que oui. C'est le poids de la responsabilité d'être la seule organisation de gauche qui assume une rupture. Donc on a l'impression que. Oui, mais donc oui, en fait, on a encore beaucoup à apprendre. On va certainement foirer des trucs, et il y aura des moments où voilà, on se posera des questions. Il y aura encore des débats. Ça permet de répondre à l'idée que c'est l'ultra-verticalité de la France insoumise. C'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de délibérations, de débats internes. Il y a des débats, mais c'est vrai que c'est l'articulation de ces débats-là qui ont lieu dans les moments et les espaces qui sont faits pour. Mais nous, on ne croit pas que l'espace du débat politique public soit un espace où voilà, on peut discuter tranquillement, etc. En fait, on est aussi dans un rapport qu'on assume, et on dit en fait c'est
les médias ou les débats, c'est pas nos amis, quoi. Non, Enfin, non, je veux on dire, va pas se retrouver. quel est l'intérêt de mettre en scène, en plus, enfin, voilà, d'abord, ça n'intéresse absolument personne, le grand nombre, les gens, en fait, il y a que les militants politiques qui pensent que leurs débats internes Oui, ils sont intéressent ou sont intéressants des gens, en c'est vrai. vrai. Les gens, ils se disent, bon, bah, en fait, tu vas faire quoi? Ouais. Voilà. Bon, après, je veux pas dire, oui, il y a les débats politiques et on organise des débats politiques, etc. et qu'il y a plein de gens. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, voilà, le fonctionnement interne des partis, c'est pas la première chose que les gens se disent, Oui. etc. C'est quoi les débats qu'il y a. Donc, c'est aussi l'idée que, bah oui, il y a aussi de la verticalité parce qu'on est une organisation qui a un objectif. Justement, on n'est pas le congrès éternel de la tendance, je sais pas quoi, qui passe son temps à discuter, etc. En fait, notre objectif, c'est de prendre le pouvoir. Donc, il faut être organisé. Et donc, il faut aussi avoir une cohérence parce que, en fait, si tout le monde va dans tous les sens, en fait, on comprend plus rien. Les gens ne comprennent plus rien. C'est toujours de se penser, en fait, à qui on s'adresse et qu'est-ce que les gens entendent et est-ce que ça donne de la force ou ça démoralise, quoi. Les gens qui passent leur temps à se pouiller, à dire pique-pendre les uns des autres, etc. Alors peut-être avec de bonnes raisons, mais en fait, franchement, les 3/4 des gens, ça les renforce sur l'idée, bah voilà. Ouais, c'est votre truc de parti. Voilà, ils passent leur temps à se pouiller la gueule. Enfin, nous, on a suffisamment de difficultés dans la vie pour pas avoir à se taper, et surtout, ça décrédibilise. Donc, oui, on est un mouvement qui a une stratégie claire et fait bloc parce que en fait on est dans un rapport de force, on est dans une lutte de classe et où il y a aucune bonne foi de qui que ce soit à notre rencontre, surtout qu'ils ont décidé que c'était nous les ennemis publics numéro 1. Donc oui, c'est aussi une stratégie politique. Et ça ne veut pas dire... Et ce qui fait la force, et pourquoi on peut faire bloc, c'est précisément parce qu'on est en capacité d'avoir des débats entre nous, de clarifier les débats et d'être convaincus, en fait. Oui, à un moment donné, pas sur tout, mais de dire, bon, voilà les choses sur lesquelles on est d'accord et voilà les choses sur lesquelles on se bat. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, bien sûr, et je pense qu'on est aussi la force où il y a une diversité de profils, d'histoires et de figures publiques, entre guillemets, assez différentes et pourtant qui arrivent à dire la même chose avec ben voilà, des sensibilités différentes. Et je pense que ça aussi, c'est une force. Et si vous en avez marre des médias qui passent leur temps à couvrir les 37 congrès du PS et les 12 chats de Marine Le Pen, vous pouvez continuer de soutenir le média qui vous propose des thématiques de fond et des émissions de cette qualité sur soutenez.lemediatv.fr. Voilà, c'était mon moment. Tu m'as donné la transition. J'étais depuis tout à l'heure en train d'essayer de le placer. Pour les médias alternatifs indépendants, oui. Je voulais te demander, du coup, on retourne sur ton parcours. On a digressé un peu, mais c'était très bien. C'était quoi le moment le plus marquant de ta carrière politique, de ta trajectoire politique ? Alors, c'est toujours dur. Dire c'est quoi les moments. Enfin, c'est pas un moment en fait. Comme je disais, moi, quand j'ai commencé à militer, l'expérience de Gênes et du sommet du G8, à ce moment-là, pour moi, elle est c'est un tournant, quoi, parce que c'est à la fois, en fait, la violence de l'État et vraiment la violence physique, quoi, parce que l'époque, c'était... La répression était brutale. C'était brutal et c'était vraiment une question de... tu vois à quoi sert la police, l'État pour protéger le capital. Enfin, c'était aussi caricatural de ça, mais c'était vraiment ça, en fait. Et puis, la mort de Carlo Giuliani et aussi la capacité de mobilisation des organisations italiennes à ce moment-là, notamment Rifondazione Comunista, qui fait venir des dizaines de milliers de tout le pays le lendemain pour manifester. Enfin, ça, c'est une expérience sur la force de l'organisation, quoi. Et puis, le fait de dire, à un moment donné, voilà, il faut être organisé et c'est aussi la question de la ligne politique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans la soirée, après le meurtre de Carlo, en fait, t'as des débats de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on arrête ? Et puis voilà, c'est où on continue. Et en fait, les dirigeants politiques, et notamment de la gauche radicale, disent on continue, quoi. On lâche pas, en fait, on recule pas, quoi. Et au contraire, on fait une démonstration de force. Donc ça, c'est une leçon assez marquante pour moi, à plein de niveaux.
de la force du mouvement social, la force du collectif, et la question du rapport de force politique. Après, j'allais dire le moment aussi assez lunaire, mais aussi éclairant de quand éclate l'affaire Benalla à l'Assemblée, et où on vit des heures assez, enfin voilà, un autre moment où tu vois le pouvoir qui est l'affaire Benalla et ensuite les gilets jaunes aussi. Oui. C'était assez donc il y a plein de moments comme ça. Il y a le moment de la bataille contre la réforme des retraites à l'Assemblée aussi, et puis les mobilisations quoi, d'être en capacité de mobiliser autant. Enfin voilà, il y a plein de moments, mais j'allais dire bon, si je devais choisir un moment, c'est Gênes, parce que ça rassemble à la fois mobilisation sociale et direction politique, quoi. Et forcément, tu me vois arriver. C'est quoi, à contrario, ta plus grande déception politique ? La plus grande déception, j'allais dire. On ne peut pas parler de déception politique. Il y a beaucoup de frustration. Oui. Voilà, il y a beaucoup de frustration d'être député. Je ne sais pas ce qui était pire, d'être 17 ou 71 et d'avoir. 17, c'était violent quand même, parce que c'est pas. Non, j'allais pas dire que c'est de la déception, mais en fait, c'est usant. Oui. En même temps, je pense qu'on a fait, voilà, c'est une expérience assez puissante, quoi, de la démonstration de force qu'on a réussi à faire. Mais la frustration, c'est d'être minoritaire et de voir ces gens qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, la plupart du temps qui comprennent même pas pourquoi ceux qui votent, mais ils votent parce qu'il faut voter, que surtout voilà, le premier mandat où ils étaient ultra majoritaires et en fait ils t'expliquaient que mais pourquoi est-ce que vous parlez là, faut voter, t'as l'impression, mais en fait ça s'appelle le Parlement, en fait, c'est ça, c'est écrit dessus, quoi. Et donc c'était très dur. Et puis bon, en fait, le décalage, quoi, le passage de militant politique à élu, à député, enfin bon. Donc voilà, c'est des moments assez particuliers. Et j'allais dire les autres moments après, à partir de 2022, c'est oppressant. Encore une fois, c'est pas les déceptions, mais c'est oppressant, c'est de voir le nombre des fascistes en face, quoi. Ça fait un choc, quoi. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, c'est la première fois où je me suis sentie en insécurité. Et c'est parce que c'est vraiment un truc physique, quoi. De se dire, c'est pas juste le nombre de députés, le fait qu'ils sont nombreux. C'est les députés, les collabs, enfin, c'est beaucoup de monde, tu sens les regards. Tu sens quand tu... Et du coup, c'est... Et tu dis, en fait, voilà, et tu vois les macronistes qui ont fait en sorte que ça passe d'une poignée à ce bloc-là. Donc voilà, ces sensations-là, c'est très... En fait, ça rend bien vénère, et en même temps, voilà, c'est... C'est le fait de te coincer dans un ascenseur avec eux. Des fois, tu te dis... après, pour moi, c'est pas ça. Voilà, individuellement, après, les gens, c'est des gens, quoi. Oui, bien sûr. C'est plus le côté d'abord de bloc, là, tu vois le nombre qui sont... Ouais. Et puis, la manière dont à chaque fois, tous les débats, ils vont sortir des horreurs, et que, voilà... Et pour moi, c'est devenu, y compris physiquement, insupportable. Ils ont bien investi l'Assemblée aussi. Ils ont ramené leurs partenaires. Frontières, maintenant, ils sont toujours là. Ah oui, non, mais tu vois, voilà. Et comment, en fait, toute la Macronie a permis ça, légitimé ça, et continue à légitimer, quoi. Bref. Donc, voilà. Transition parfaite, on ne peut pas ne pas parler de ça. Les attaques racistes que tu subis au quotidien, c'est d'une violence inouïe, et on ne peut pas s'y habituer, j'imagine, c'est impossible. Mais surtout, c'est un volume d'attaques qui est impressionnant
comment tu fais pour gérer ça au quotidien? Comment tu arrives enfin, récemment, j'entendais encore même les gens qui sont les plus modérés, au lieu de te défendre là-dessus, ils t'accusent. Enfin, j'entendais Jean-Michel Apathy sur Quotidien qui disait que tu étais en train il l'a pas dit, mais il aurait dû aller jusqu'au bout de son idée. Il voulait dire que tu faisais du racisme anti-blanc, quoi. C'est ça qu'il voulait dire. Non, mais ça, à la rigueur, c'était même pas. Je même pas, tu vois, j'ai même pas répondu à ce que j'ai vu. Les fachos ont essayé de faire monter un peu la sauce là-dessus, et on voit qu'ils ont une stratégie d'attaquer et de cibler les élus de la France insoumise, notamment les élus racisés. Et t'as une stratégie là d'essayer de. Et bon, bref, au quotidien, Apathy qui fait le lead, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Mais par rapport à ce que tu notes sur la violence raciste, y compris sexiste, parce qu'il y a une misogynoire aussi spécifique, y compris, je pense notamment sur les réseaux sociaux, il y a des chercheurs qui montrent ça, que les personnes, les segments les plus attaqués, ce sont les femmes noires, et qu'il y a vraiment une intersection là, entre le racisme et le sexisme. Mais de manière générale, en fait, là, c'est un des objectifs de la campagne qu'on mène en ce moment, la campagne antiraciste, avec l'appel à des témoignages, et qui montre que, oui, en fait, il y a un niveau de violence dans les espaces, donc notamment numériques, réseaux sociaux, pour les différentes raisons. Et tu vois comment aussi la prise de pouvoir de l'extrême droite, bien sûr, le changement des algorithmes, enfin tout ça. Alors c'est pas l'expression de la réalité exacte, mais ça dit aussi la permissivité et ce qui est permis par ceux qui possèdent les réseaux sociaux, ceux qui possèdent les médias. Et donc il y a un niveau de violence. Moi, en fait, quand on a été élus, là aussi c'était un cadre particulier, on était 17, j'étais la seule, enfin il y avait Jean-Hugues Gratenon, qui est député de La Réunion, et moi, on était les deux seules personnes racisées du groupe. Et donc en plus, comme on a été ciblés parce que c'était les insoumis et c'était les petits groupes, etc. Donc c'est vrai que j'ai été exposée entre guillemets tout de suite, avec des polémiques après polémiques, jusqu'au à l'article de valeur actuelle. Mais en fait, voilà, dès le début du mandat, ça avait été, j'avais été ciblée là-dessus. Et en fait, il y a d'abord le fait de se dire que c'est une attaque politique, pas simplement déjà les individus qui mettent des messages racistes, etc., mais en fait ça participe d'une stratégie politique qui vise à invisibiliser et à disqualifier toutes les voix qui ne rentrent pas dans le cadre, c'est-à-dire y compris en tant que femme noire, ce qui est acceptable pour ma condition, c'est pas d'être députée et de l'ouvrir et d'être de gauche, etc. On veut bien une femme noire qui illustre tel ou tel stéréotype, ou qui reste à sa place, comme l'écrit Rokhaya Diallo, mais pas dans d'autres cases. Donc en fait, déjà le fait de comprendre les ressorts et la dynamique, ça aide en fait aussi à comprendre pourquoi ça veut dire qu'on est au bon endroit pour là où ça fait mal, et que c'est un enjeu du coup, et c'est une responsabilité d'y répondre politiquement. Et donc ça clarifie aussi et ça renforce la nécessité du combat politique antiraciste, féministe. Pour moi, ce qui a été fondamental, c'est d'être dans un groupe où on fait bloc, quoi, tout simplement. Y compris à des moments où les polémiques essayaient justement d'utiliser, enfin voilà, la règle c'est bon, vous êtes peut-être pas convaincus sur telle analyse, etc., mais en fait on laisse rien passer, quoi. Enfin ça c'est une règle, et je pense que c'est une de nos forces aussi, c'est-à-dire que on laisse rien passer, les camarades, c'est une attaque politique, et on cède à rien à ça, quoi. Et après, voilà, on a les débats, et en fait, les débats, ils ont clarifié, voilà, au final, je veux dire, aujourd'hui, t'as des camarades qui sont encore plus radicaux sur ce genre de questions. Moi, je dis, ok. Maintenant, c'est comme ça. Voilà, pour voir, mais non, mais voilà. Et moi, je pense que c'est ça le collectif, et le fait, d'avoir une solidarité politique. Encore une fois, c'est, bon,
individuellement, humainement, bien sûr, mais c'est politique en fait. C'est pas juste parce qu'on t'aime bien ou quoi. C'est parce que en fait, c'est une compréhension collective d'une attaque politique et que là-dessus, on cède pas quoi. Et ça, en fait, tu dis bon, ok, pareil, je suis au bon endroit parce que je suis avec des gens avec qui, en fait, voilà, on sait qu'on se bat ensemble et qui te laissent pas, voilà. À la première attaque, il commence pas à trembler des genoux là, à bafouiller, parce que voilà en fait, et à ce moment-là, sur un certain nombre de questions, y compris par rapport à des camarades qui étaient peut-être pas, ah ouais, c'était peut-être fallait pas, mais en fait, bon, ça on se le dit, mais face aux attaques, tu lâcheras quoi. Et je pense que pour moi c'est ça qui a fait. Et puis bon, après de faire aussi le boulot collectivement pour se protéger, et puis aussi se saisir à un moment donné, c'était ça aussi le choix de porter plainte, c'est aussi de se dire, en fait, oui, c'est un combat politique, mais la question du droit et de la justice, c'est aussi une arme politique, en fait. Oui. C'est le produit de lutte et de combat gagné sur la reconnaissance de la question du racisme, même si c'est encore très, très limité, que il y a des biais, tout ce que tu veux, mais d'être aussi dans une position où j'ai les moyens de mener cette bataille-là sur ce champ-là, ce que n'ont pas beaucoup de gens. Oui. Et donc, du coup, d'en faire aussi un élément de l'offensive et de la riposte, en fait. Et donc c'est individuel et c'est politique, et d'avoir réussi à reconstruire un cadre politique dans le mouvement, dans le groupe, où voilà, on déploie maintenant une riposte. Et donc c'est aussi ça, le fait de se dire, quand on se fait attaquer là-dessus, c'est pas juste, t'as pas à répondre juste toute seule en fait. Et comme c'est une attaque politique, la réponse elle est collective, et c'est ça qui te donne confiance que en fait. On se laisse pas, on se laisse pas attaquer sans réagir, et non seulement on se protège, mais on fait reculer aussi cette offensive-là qui attaque d'autres encore de manière encore plus violente, parce que les autres personnes n'ont pas, le capital symbolique et les moyens matériels de se protéger, quoi. Je voulais revenir là sur le début de l'action, parce que du coup, on a parlé de ce qu'a dit Jean-Michel Apathy et sur le concept même de racisme anti-blanc. Là, récemment, pour un article, j'ai étudié le concept de fragilité blanche. Et je ne sais pas si c'est quelque chose dont on parle beaucoup en France, mais du coup, il y a des chercheurs américains, j'ai oublié leur nom, mais on vous les met dans la description, mais qui ont vraiment écrit un bouquin dessus pour expliquer c'est quoi comme concept, parce que j'ai l'impression que les personnes blanches, même quand elles sont bien intentionnées sur les questions antiracistes, etc., dès qu'on utilise le terme de blanc, il y a un blocage où on n'arrive pas à parler. C'est-à-dire, ils se sentent personnellement agressés. Comment on l'explique ? Comment on fait pour expliquer que c'est pas méchant, c'est pas quelque chose En fait, je pense que ça, c'est la réaction de tous les dominants, au sens, là aussi, basique du terme, en fait. Et c'est vrai, je pense que quand t'es une femme, et quand t'es une féministe, et quand t'es une militante des droits des femmes, dans les années 50, 60, et que tu commences à dire ah ouais quand même, etc. En fait, les hommes ou individuellement et collectivement, et d'ailleurs c'est encore le vrai aujourd'hui. Oui, en fait. Franchement, je ne sais pas pourquoi je parle des années 50, 60, parce que non, mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça, je pense que c'est une réaction de protection, en fait, parce que tu mets à nu quand tu dis. Moi, je me rappelle, j'y ai repensé récemment, la première fois où j'ai dit le mot blanc dans un cadre politique. C'était encore, j'étais à la LCR à l'époque. Et je me rappelle, j'ai 2 camarades en plus qui se reconnaîtront, qui écoutent ça, qui étaient là et qui étaient choqués parce que j'avais parlé des féministes blanches à l'époque. Et j'ai l'impression d'avoir sorti pareil t'as l'impression d'avoir été un gros mot, quoi. Mais en fait, mais je pense que c'est parce que ces caractéristiques-là, elles renvoient à des conditions qui sont des conditions ou des caractéristiques de domination, en fait. Parce que le noir, le blanc, etc. n'existent pas. Ce sont des catégories raciales qui ont été construites pour assurer la domination. Donc oui, le noir ou l'arabe ou le musulman ou le juif, ce sont des catégories de dégrainement, d'assignation
et de discrimination. Donc dire le mot, c'est un peu briser la fiction de color blindness, comme on dit, l'absence de couleurs, etc. C'est briser en fait la fiction universaliste ou égalitaire. Donc c'est pour ça que du coup la réaction c'est de se sentir attaqué et c'est vrai donc sur les questions antiracistes comme les questions féministes comme sur les questions d'identité sexuelle et voilà et il y a toujours cet argument, voilà, on parle de racisme anti-blanc ou de sexisme anti-homme ou il y a même des gens là qui disent les hétéros maintenant sont voilà, sont minoritaires ou on n'a plus le droit d'être hétéro, enfin voilà, tu dis mais bref, donc je pense que voilà, ça fait partie de ces mêmes mécanismes et c'est pour ça que c'est important, je pense. En fait, j'allais dire, ça dépend à qui tu parles et dans quel contexte. C'est-à-dire que moi, je peux prendre le temps d'expliquer parce qu'en fait, et c'est ce qu'on explique nous dans les formations que je fais sur la question du racisme, antiracisme, la question de la race, comment on déconstruit ça. En fait, c'est parce que les gens ils ont été socialisés comme ça en fait. Oui, et donc du coup en fait tu fais du travail politique, donc tu expliques de quoi tu parles et puis dire en fait blanc, noir, enfin voilà, c'est des catégories, ces termes. En fait, la question c'est comment tu l'utilises. Si tu dis pour dire sale noire ou etc., tu vois bien que c'est pas la même chose de dire en fait il y a des blancs, il y a des noirs, ok, ça renvoie à quoi. Après, je pense qu'il y a des moments où y compris peut-être dans des cas plus militants, t'as envie de dire aux camarades en fait faites un peu d'effort quoi. Je veux dire aujourd'hui il y a de quoi faire et instruisez-vous un peu. Enfin, j'allais dire la question de comment réagir. Après, ça, c'est individuellement, mais collectivement, c'est pour ça qu'il faut, et ce que je disais, que même dans les espaces où il y a accès à un savoir académiques, etc., qui sont censés être politisés, en fait, il y a toujours un travail de formation et de déconstruction. Et ça, par contre, ça doit être pris en charge collectivement. Et c'est pour ça, moi, je trouve que c'est important ce qu'on fait dans le mouvement, avec notamment l'Institut La Boétie et le cursus de formation, etc., de dire, en fait, on prend en charge collectivement la formation politique et le fait que ça repose pas sur les personnes concernés qui prennent la charge mentale supplémentaire de devoir passer son temps à expliquer, dit en fait non, en fait on organise ça collectivement et on forme et on donne les outils et en fait c'est aussi une responsabilité collective que de se former et d'être formé sur ces questions-là, quoi, parce que ça peut pas être à chaque fois les meufs, les racisés, noirs et arabes qui passent leur temps à expliquer aux dominants, non mais tu comprends, etc. Dans la vidéo à laquelle réagit Quotidien, tu es à la fête de l'UMA et tu parles, c'est ça, non? C'est la fête de l'UMA où tu dis que la représentation à la fête de l'UMA et tu commences par dire bon, désolé, enfin c'est vraiment encore, tu sens que t'étais encore obligé de le dire parce qu'il y a personne qui le dit que c'est majoritairement des blancs qui sont représentés à la fête de l'UMA. Oui, non, après ce qui est vraiment bon, c'est que c'est vraiment c'était une table ronde super intéressante. En fait, le titre de la table ronde, c'est démocratiser la politique, représentation des femmes, personnes racisées, minorités de genre. Je veux dire, c'est écrit dessus. Ouais. C'est de ça qu'on va parler. Donc, je veux dire, on n'est pas arrivé masqué. Il y a personne qui est, c'est pas un truc, une dinguerie qui est sortie. En fait, c'est littéralement démocratiser la politique et du coup la représentation. Donc, si on se pose la question, c'est que il y a un problème pour les femmes, pour les personnes racisées, pour les minorités de genre. Tu te dis et donc en fait quand on est un peu conscient, tu dis dans tous les espaces. Et en fait je veux dire c'est plutôt intéressant de se dire on se pose la question dans nos propres espaces, dans nos propres organisations et de reconnaître qu'il y a aussi ces mécanismes là de domination, etc. et comment on les déconstruit. Et t'es dans un espace où à un moment où tu te sens suffisamment
libre pour pouvoir avoir cette discussion. Comme quoi, en fait, voilà, même quand t'es dans des trucs comme ça, de toute façon, après, moi, je pense qu'il faut aussi le comprendre, il y a une stratégie de l'extrême droite qui vise à empêcher qu'il y ait ces débats-là. Oui. Parce que justement, il y a eu des avancées. Alors, c'est pas suffisant, mais on a eu aussi, parce qu'il y a eu des mobilisations, des personnes concernées, des sujets qui sont portés, des travaux de recherche qui ont permis de légitimer ce que disaient depuis des décennies les personnes concernées, etc. Mais bref, des institutions comme la Défenseure des droits, la CNCDH, etc., qui ont parlé de racisme systémique, de discrimination systémique, etc. Donc, on a une réaction. Voilà, c'est le retour de bâton réactionnaire qui vise à disqualifier. Et c'est pas simplement l'extrême droite sur les réseaux sociaux, la fachosphère. Mais je veux dire, quand Macron, pendant les mobilisations contre les violences policières, explique que les jeunes étudiants sont manipulés par les professeurs dans les universités, il y a eu une attaque du pouvoir de la Macronie contre la recherche, contre les travaux, sociales, contre les sciences sociales, contre les universités. Donc, faut aussi, je pense que c'est important de comprendre ce mouvement-là, et c'est ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, l'international réactionnaire, et c'est la nature même des mouvements d'extrême droite, fascistes, et de ce truc-là, c'est de remettre en cause et de faire reculer la conscience, la connaissance, le savoir. Et parce que en France, ce qu'on a réussi sur des sujets sur lesquels on a réussi à avancer, ben ça fait l'objet du coup de la réaction. Et puis il y a quelques idiots utiles qui aident à ça et qui légitiment ça. Mais je pense que c'est important de voir que il y a une offensive et c'est une offensive politique. Et donc oui, du coup. Dans ce moment-là, je pense que c'était un moment extrêmement riche avec des témoignages. Et en fait, c'est des personnes littéralement concernées qui parlent de ces mécanismes-là. Et c'est un moment de formation politique aussi et de se donner de confiance. Et qui a été réduit à une seconde où tu formules. Et je trouve que dans la discussion, d'ailleurs, je le dis à un moment donné dans le débat, moi, tu parlais de quand j'ai commencé à militer. En fait, ça n'existait pas, en fait. C'était pas des discussions qui existaient. Je veux dire, je racontais comment moi j'ai milité pendant une bonne partie de ma période d'engagement politique et où j'étais seule, quasiment la seule femme noire relativement jeune. Maintenant c'est plus le cas, mais dans des espaces très majoritairement. Et je me rappelle à l'époque, c'est intéressant de rappeler ça. À l'époque, quand tu allais même dans les mobilisations altermondialistes, tu avais des tribunes, il y avait que des mecs. Ouais. Je veux dire, c'est aujourd'hui, personne n'acceptera ça, mais c'était il y a 20 ans, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ça que j'ai connu, entre guillemets. Je peux faire ma vieille là pour dire j'ai connu ça, j'ai connu l'époque où il y avait que des mecs et ça posait pas de problème. Donc il a fallu avoir ces discussions-là, ça a été porté et tout, et ça a évolué. Et donc je me dis, aujourd'hui, on est en capacité, en tout cas à gauche. Et c'est pas toujours gagné. Et il y a encore, et je pense que ce qui s'est passé, je pense que c'était l'été dernier, dans un certain nombre de festivals et d'espaces où il a fallu que des personnes concernées puissent dire, en fait, non, sur ces questions-là, en termes de représentation, dans le mouvement écolo notamment, et c'était important. Mais voilà, c'est des choses qui se disent et qui sont dites aujourd'hui à gauche, et c'est super important. Et du coup, d'être tranquille sur, on sait quelle est l'offensive de l'extrême droite, quels sont leurs objectifs, mais on lâchera pas, quoi. On lâchera pas, et parce qu'en fait, on est là. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, moi, ce dont je peux me féliciter aujourd'hui, c'est dire que, en fait, on est là, quoi. Il y a plein de, et ce qu'a permis la France insoumise, je sais pas si c'est à l'insu de son plein gré ou pas, on s'en fout. Ouais. Mais quand tu veux faire un mouvement du peuple, pour le peuple et par le peuple, à un moment donné, le peuple se dit « Ah ouais, peut-être ». Et donc, le peuple arrive. Ouais. Et donc, voilà, on est là. Et on restera là. Et voilà. Et puis, tant mieux, quoi. Donc, les discussions, elles vont avoir lieu. Et ces sujets-là, ils seront pas mis sous le tapis. Et donc, et puis voilà, quoi, c'est comme ça, on va être plus fort, en fait. Tu parlais tout à l'heure de la radicalisation du camp réactionnaire et radicalisation des macronistes, de l'extrême droite, de la droite dite classique. Eux se radicalisent. Il y a la France insoumise qui assume une ligne plutôt radicale, etc. Pourquoi le reste de la gauche a
si peur de la radicalité, a si peur de certains mots, de certaines prises de position, etc. On l'a vu, enfin, je sais pas, j'ai déjà posé la question dans le dernier fauteuil, mais sur le nouveau Front populaire s'est cassé la gueule sur la Palestine. La NUPES sur la mobilisation pour Naël. À chaque fois, c'est sur des questions antiracistes ou décoloniales ou sur des questions qui touchent des Arabes et des Noirs. Moi, je réduirais pas ça à ça, même si c'est intéressant qu'il y a toujours un facteur où, en fait, il faut que tu choisisses ton camp, quoi. Et donc, ça clarifie. C'est des moments de clarification. Mais je pense qu'il y a une différence de stratégie, de rapport au pouvoir, de rapport à la classe, quoi. À un moment donné, quelle classe tu choisis et quel camp tu choisis et quel bloc tu choisis. Nous, on a cette analyse justement des 3 blocs, des 3-4 blocs. Et voilà, le bloc bourgeois, à un moment donné, il y a la direction et les directions de certaines formes politiques ont choisi le bloc bourgeois plutôt que le bloc populaire. C'est-à-dire de dire, pour de bonnes raisons, face à l'extrême droite, vaut mieux s'allier. Et c'est ce que propose comme ligne les Glucksmann, les Hollande et les Faure, en fait, qui a choisi. Vaut mieux rejoindre le bloc bourgeois, reconstituer un bloc bourgeois auquel ils appartenaient, voilà, plutôt que le bloc populaire, y compris avec tous ces gens, arabes, etc. Et je pense qu'il y a effectivement une vision du peuple, une vision de la classe, de ça, et parce qu'ils sont leur propre position de classe et celle d'être des dominants quand même. Je dis pas que la gauche du bloc populaire est pas une gauche bourgeoise, classe moyenne, classe intellectuelle, mais l'analyse qu'on fait de la conflictualité et voilà, elle est différente. C'est pour ça que je pense que c'est une question vraiment d'analyse stratégique et de dire, face à la crise du capitalisme, face à la crise de la domination capitaliste, pas simplement du système économique, mais de sa domination, auquel une partie des classes dirigeantes a décidé de répondre par le fascisme, par l'extrême droite, par le fascisme au sens large, c'est-à-dire la violence pure et simple, la prédation pure et simple. Et c'est l'expression de ça, c'est Trump. Enfin, je veux dire, Trump, il assume totalement. Je veux dire, là, ces derniers jours, ils ont tué à bout portant une femme, mère de famille, blonde aux yeux bleus, etc. Et les porte-paroles, ils expliquent que c'est une ultra-gauchiste. Enfin, voilà, le niveau de dinguerie. Ça devrait faire la une des journaux de notre pays, que dalle, quoi. Mais c'est pour dire, et ça, voilà, il y a 10 ans, c'était que les Noirs et les Arabes. Maintenant, ils assument la violence, donc la crise de cette domination des classes dominantes qui ne peuvent assurer leur reproduction que par ça. Et donc, face à ça, quelle réponse est-ce que tu assumes de confronter, ou tu te complais dans l'illusion justement de la démocratie occidentale, l'illusion qui, en fait, quelle personne croit, mais en fait, ça fait plaisir de se dire, voilà, on est supérieur, on est intelligent, on est tout ce que vous voulez. Et en fait, eux, ils s'accrochent à ça, à cette illusion-là, d'un bloc bourgeois, de compromis, etc. Et donc, les moments de clarification, oui, vont se jouer sur, à un moment donné, tu peux pas être entre deux. Quand l'État défend et promeut et assume, comme l'ont fait les ministères de l'Intérieur, de défendre des policiers qui... et c'est même pas défendre, c'est de soutenir... Au moment des manifestations devant l'Assemblée nationale de factions, de factieux qui disent le problème c'est la Constitution et que tous vont. Moi je pense que il y a Naël ensuite, mais ce moment-là, c'est quand même un moment où tu dis tu vois qui dit qui tient et qui tient pas. À l'époque, Olivier Faure fait une interview où il dit que il faut se poser la question, il faut se poser la question de la justice. Voilà. Et effectivement, à un moment donné, quelle réponse tu donnes à des révoltes face à un meurtre policier, face à une injustice structurelle, etc. Ça clarifie de quel côté t'es. Est-ce que t'es de quel côté, pas juste de la barricade, de la classe, quoi. Ou en tout cas
même si, enfin, que tu choisis d'être. Et pour moi, c'est lié à ça. Et la question de la Palestine et du génocide, parce que c'est l'expression et c'est la bascule dans laquelle on se retrouve, en fait. Oui. Le basculement où tous les préceptes ou les concepts ou les idéaux ou les principes plus ou moins fumeux, plus ou moins auxquels, voilà, du droit international et le tabou du génocide qui était, alors même si ils ont laissé faire des génocides au Rwanda, ils ont laissé faire mais voilà, là ça éclate, l'hypocrisie éclate, et pareil, bah t'es obligé d'assumer ou pas une position de rupture en disant, en fait, non, on n'acceptera pas ça et on sera traité de tous les noms, mais on tient bon sur ça. Donc, pour moi, voilà, c'est plus l'expression, les moments où leur positionnement de classe et le centre de gravité de leur stratégie s'est éclairé en fait du fait que leur vision, elle est positionnée du côté du bloc bourgeois plutôt que du côté du bloc populaire. Et moi, je pense que c'était juste ce que tu demandais, est-ce que c'était une erreur ? Non, enfin, nous, notre objectif, c'est d'être majoritaire dans le pays. Et donc, l'idée que ce bloc populaire, il existe parce qu'il y a à la fois cette histoire et cette expérience de la gauche qui est le socle du bloc populaire et qui doit s'élargir au-delà, notamment vis-à-vis de ceux et celles qui ont été dégoûtés, qui vont plus voter, qui sont le quatrième bloc abstentionniste, et que notre objectif, moi qui reste le mien, c'est d'entraîner en fait. On a fait un Dixit sur la stratégie de la France insoumise et pourquoi les sondages se trompent sur Jean-Luc Mélenchon, notamment avec l'idée d'aller récupérer les abstentionnistes. Ouais. Mais donc, du coup, moi, je pense que c'était juste... Après, je dis pas que c'est facile, et je sais pas... Et aujourd'hui, bon, on verra ce qui se passe dans les prochains mois, il y a 2027 et tout, mais je pense que, y compris, ça va être plus difficile de convaincre, même si on en est convaincu à un moment donné, de convaincre les gens de croire. Et ça, c'est grave, en fait. Et ça, c'est la faute... C'est pas simplement une erreur, mais c'est une faute politique grave de tous ceux qui sont les bagages accompagnés de Hollande et qui se retrouvent dans le train pour dans le... J'aime bien le terme. Le mouvement là autour de l'unité pour l'unité, ou ce qui ne veut plus rien dire en fait. Ces gens ont la grande primaire de la gauche ont dévalué. On a passé 10 ans à essayer de reconstruire l'idée de gauche, une gauche radicale avec un contenu, et là en quelques mois ils ont complètement dévalué. Enfin, je pense qu'ils n'y sont pas arrivés parce qu'on est là justement, on existe, et aujourd'hui je pense pour des millions de gens la gauche c'est nous, et ça il faut continuer à le dire et à le battre, et pas les laisser justement liquider tout le travail qui a été fait pour redonner du fond et de la légitimité à tout ça. Donc, en fait, nous, la ligne, elle reste la même, en fait. La ligne, elle reste la même sur le programme de rupture, et on continue à s'adresser à tous celles et ceux qui veulent continuer à le faire. Et donc, je pense qu'il y a aussi des secteurs dans le Parti socialiste, chez les écologistes, certainement encore plus nombreux, qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, qui voient bien qu'en fait ça mène à l'impasse. Et donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ces gens-là, on reste ouvert à ça, on reste ouvert à tous ces gens qui croient vraiment qu'on peut reconstruire, et qu'on a reconstruit, et qu'on a un bloc populaire qui peut être majoritaire dans ce pays, qui a montré qu'il était. En 2024, on a gagné envers et contre tout le système conspirait pour faire gagner l'extrême droite. On y est arrivé parce qu'on a été clair et on n'a rien lâché. Et je pense que pour moi, la ligne, ça reste celle-là. C'est plus difficile aujourd'hui, mais personne n'a dit que ce serait simple. Et puis l'ennemi, il attend pas les bras croisés qu'on prenne le pouvoir, quoi. Je veux dire, et du coup, bien sûr qu'il va avoir mené les stratégies qu'il faut. Donc, je pense que faut continuer à se battre là-dessus. Nous, on continue à défendre l'unité populaire et construire le bloc le plus large possible sur, encore une fois, nos propositions politiques, le programme de rupture et la dynamique populaire, quoi. Et les secteurs les plus avancés, les plus mobilisés, dans la jeunesse, dans les milieux populaires, qui sont les forces vives pour mener cette bataille-là, quoi, et gagner cette majorité.
on aime bien faire ça à la fin des fauteuils. On passe à une sorte de petite partie culture. Je voulais te demander si tu devais écouter que 3 albums cette année. 3 albums uniquement. Qu'est-ce que tu gardes? Le dernier que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Cowboy Carter. D'accord. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away. J'écouterais Mon Afrique de Mokobe. Ah, wow. Mettre tout mon cœur comme un boxeur sur le ring. Jusqu'au chaos, je représenterai toujours pour Bamako. Ça date, mais... Oui, mais c'est un très bon choix. Voilà. Et en troisième, j'écouterais Arabian Panther de Medine. Ah, qui était notre premier invité. Sorti de l'école avec trop peu de diplômes. On fait des albums aux allures de peine. Voilà, je t'ai dit, alors, on va dire les trucs que je réécoute toujours. Faudrait que je réécoute Mokobe là. Mon Afrique, il est vraiment bien. Ça a très bien vieilli. Mais Arabian Panther, c'est aussi un très bon choix parce que c'est pas l'album que les gens citent en général de Medine. Ouais, Ouais, en général, ils citent soit vraiment les derniers quoi, soit. Mais moi, j'ai moins écouté. C'est la période où j'ai écouté beaucoup Medine. Don't Panic, enfin les mixtapes Don't Panic, Arabian Panther. Ouais. Mais t'es candidate dans le 18, c'est l'arrondissement le plus peut-être le plus riche en termes de rap et de culture urbaine. Tu vas souvent au concert, Ah non, c'est l'horreur. C'est horrible, vrai ça. C'est horrible. J'ai absolument le temps de absolument rien faire du tout. C'est terrible. Et je m'oblige à mettre dans mon agenda des créneaux parce que sinon j'ai le temps de rien voir. Ah ouais? Je suis dégoûtée. Surtout Rien. J'ai l'impression que j'ai rien lu. Il y a d'autres. Mathilde, elle arrive à lire, par exemple. Moi, j'y arrive pas à lire. Et j'ai le temps d'aller rien voir. Je suis dégoûtée. Ah, putain. Parce que ouais, il y a plein de choses en fait. Surtout dans Il y a 18, plein de concerts, il y a plein de salles. Et il y a plein de trucs que je rate, mais c'est terrible. Ça, c'est une des grandes frustrations. Est-ce que c'est une résolution 2026 de faire plus Ah oui, mais je me suis améliorée déjà. J'ai essayé de m'obliger à passer plus de temps à aller voir des choses, mais ça, c'est une bonne résolution que je vais essayer de tenir encore cette année, 2026. C'est quoi ton prochain concert? C'est, Oxmo. Ah ouais? Ouais, là, à l'Arena. À l'Arena? Et du coup, ça faisait partie de la résolution. Et on a vu avec des potes et dit, allez, on y va. Et là, je me suis mis à l'agenda. Tu bloques le créneau. Donc voilà. Du coup, je suis super fière de moi. D'avoir Bah oui, voilà, du coup, tu vois, c'est à ce point-là, quoi. Je suis à ce point de... Oxmo, t'es le bienvenu dans le fauteuil, si tu veux. Bon, même question, plutôt côté ciné, je sais pas si t'as vu des choses récemment. Tu dois garder qu'un seul film pour l'année. C'est quoi? Bah tiens, donc là, c'est aussi récemment. J'aimerais bien le revoir parce que c'est tellement une mine. C'est Soundtrack to a coup d'État. Ah, je connais pas. Si, il est magnifique. Okay. Il y a vraiment plein de choses, quoi. C'est sorti récemment? Oui, c'est sorti récemment. Okay. C'est sur le coup d'État contre Lumumba. Ok. Au Congo, c'est magnifique. Et il y a une bande son de ouf. Et ça, je pense que tu passes bien toute l'année à le voir et le revoir pour trouver c'est vraiment, il y a des archives de l'ONU, enfin toute la période, moi, que j'avais pas vu. Il y a plein d'histoires que tu connais, un peu de la légende. Ouais. Et c'est très riche. Je pense que faudrait le revoir et le revoir pour choper des choses. Je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion, de le voir. Et j'aimerais bien organiser une projo à l'Assemblée de Tu faisais ça souvent, t'organisais J'en ai fait quelques-unes, ouais. Et mais ça vaudrait le coup, quoi. Ouais, il y a eu j'imagine plein de projections débats, mais il est super riche, ce film. Et bon, recommandations lecture pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que tu leur recommandes de lire pour peut-être pour se politiser plus sur certaines questions Après, il y a plein de bouquins pour se politiser, mais on va dire le dernier bouquin que j'ai lu, politique, que j'ai trouvé excellent, c'est le bouquin de Chapoutot, Les Irresponsables. Oui. Qui est là aussi...
Oui, je crois qu'on parle de Yoann Chapoutot à chaque fauteuil. Ah ouais. Chapoutot, Qui qui est est le bienvenu également sur le fauteuil du média. Moi, j'ai vu récemment sur Twitter qu'il y avait des Chapoutot fan accounts. Donc, Voilà. Non, mais pour lier avec analyse de la période, enfin, c'est quand même assez, pas à la fois éclairant, mais de là aussi comprendre les mécanismes, les dynamiques et voir en fait rien n'est inéluctable en fait. Rien n'est inéluctable. C'est vraiment des choix politiques, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est puissant. Et c'est bien de se le rappeler maintenant et de comprendre, en fait, comment ce qui apparaît comme justement la pente la plus simple et que prennent certains, en fait, à quoi ça peut mener. Et que, en fait, ça ne mène que si on choisit que de suivre cette voie-là, quoi. Donc, l'art de la conclusion. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup d'être venu sur le fauteuil. Merci à vous de nous suivre et de continuer de soutenir le média qui nous permet de faire ce genre de format et j'espère qu'on pourra en faire plein d'autres. Rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr pour qu'on puisse continuer à vous proposer de nouveaux contenus.